Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom La planification par MS Projet. Ce séminaire se tournera autour de qu'est-ce qu'un projet, qu'est-ce qu'un objectif, qu'est-ce que les outils de planification d'un projet sont, la simulation sur MS Projet. Tout cela avec Dr Nadia Lababidi, membre du corps professoral de l'université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr Nadia. Dr Nadia, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Donc, bon, merci Madame Malak. Bonjour tout le monde. Le séminaire d'aujourd'hui, donc comme vous le savez, il porte sur la planification par MS Project. Donc, certainement, disons, si ce n'est pas la majorité ou la totalité des participants, du moins une partie, ont assisté à des cours de management de projet et des cours de management de manière générale, management d'entreprise. Donc, vous avez certainement une idée sur pas mal d'outils que je vais présenter. Donc là, je vais présenter une partie théorique et par la suite, on va faire une simulation sur un exemple que je vais improviser par la suite. L'essentiel, c'est de savoir générer quelques outils et pas tous les outils de planification, de management de projet. Donc, en fait, la planification, c'est une étape du processus de management. Donc, c'est des outils de management. Donc, quelques outils peuvent être générés par un outil informatique. Donc, il y a pas mal de logiciels. J'ai choisi MS Project, il est très utilisé, mais on a d'autres, il y a Gantt Project. On peut même utiliser Excel si le travail n'est pas aussi compliqué. Il y a d'autres logiciels, tout dépend du besoin donc, du chef de projet ou de l'entreprise de manière générale. Donc, d'abord, je vais présenter les principaux outils de planification. Donc, la planification, donc juste, il faut bien spécifier la place de cette étape-là par rapport au processus de gestion que vous l'avez déjà vu en management d'entreprise. Donc, pour gérer quelque chose, que ce soit une entreprise, un projet, un club, une association, peu importe l'entité économique. Donc, pour gérer, disons, dans notre cas, un projet, si on gère quelque chose, c'est qu'on assure le bon déroulement, ok, pour atteindre l'objectif, c'est-à-dire la réalisation du projet dans les délais, avec la qualité demandée et bien sûr le coût fixé aussi. Donc, on va parler par la suite de ces trois contraintes. Là, pour atteindre ces objectifs-là, il faut assurer le bon déroulement du projet. Donc, pour assurer le bon déroulement, on applique ce qu'on appelle le processus de gestion. Donc, si on gère, c'est qu'on applique le processus de gestion. Donc, qui est composé de 4 étapes: planification, organisation, direction et contrôle. Donc là, je ne peux pas me lancer dans un projet sans faire des prévisions. Donc, il faut comprendre, il s'agit de quoi? Le projet, c'est quelque chose que je vais réaliser donc c'est une activité ou des tâches, ok, que je vais réaliser dans le futur. Donc, on ne peut pas savoir avec certitude ce qui va se passer. Cependant, il faut faire des recherches et faire des prévisions pour tracer une ligne directive. Je ne peux pas travailler n'importe comment. Pour dire que je vais me lancer dans le projet X, on commence le travail. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Quels sont les objectifs? Quelles sont les ressources? Les tâches, etc. Donc, tout ça doit être prévu dès le début. Donc, c'est pour ça la planification, elle est très importante. Elle commence par la spécification de l'idée et du besoin. Donc, c'est ça la base.
OK? Par la suite, les objectifs et par la suite, pour réaliser ceci, il faut réaliser, donc on ne va pas le réaliser en totalité, donc on va le découper et il y aura des tâches et des activités à réaliser, donc on va planifier et organiser tout ça pour le réaliser. Donc la planification, elle est très importante parce que à ce stade-là, on fait le maximum de recherches. On fait recours à de l'expertise pour savoir prévoir et pour prévoir de façon performante, il faut avoir suffisamment d'expérience. Donc, un expert, certainement sa prévision, elle est meilleure que celle d'un débutant. Le fait de dire que des prévisions performantes, en essai, donc ça veut dire que lorsqu'on va réaliser, il n'y aura pas des écarts importants entre le réalisé et le prévu. C'est que les prévisions sont bonnes. Elles sont faites sur de bonnes bases. Donc, si l'écart est important, c'est que les experts ne sont pas assez qualifiés pour faire ces prévisions. Donc, là, on planifie ce qu'on va faire. Par la suite, il y aura l'organisation du travail, qui fait quoi, etc. L'affectation des ressources et tout ça. On va organiser le travail. Par la suite, la direction. Si l'équipe, elle est riche, donc il y a un nombre assez élevé. Donc là, il faut savoir diriger cette équipe. Donc, il y a des styles de direction. Est-ce que c'est autoritaire, c'est participatif? Ça dépend. Quel est le style qui convient le mieux à ce projet-là et à cette situation-là? Et bien sûr, une fois tout est clair, ce qu'on va faire et ce qu'on va faire est bien organisé. Donc, il y a une certaine organisation du travail à faire et le style de direction. Donc, si le nombre est limité, déjà on est obligé de travailler de façon collaborative. Donc, le choix du style de direction, il est bien déterminé. Donc là, on commence à réaliser le projet. Et tout au long de la réalisation, il faut toujours faire la comparaison entre le réalisé et le prévu. Si l'écart est important, il faut chercher où se trouve le problème. Est-ce que c'est un problème de réalisation ou c'est un problème de prévision, plutôt de planification. Donc là, il faut trouver des solutions pour réduire cet écart dans le futur. Donc, grosso modo, c'est ça la signification de l'étape planification et son emplacement par rapport au processus de gestion. Donc là, on va planifier un projet. Donc, c'est bien déterminé. Donc, on va planifier un projet. Donc, là, je vais faire une révision sur la notion de projet. Donc, juste quelques notions. En fait, certainement, vous l'avez déjà vu. Mais pour planifier quelque chose, je dois comprendre qu'est-ce que je vais planifier. Donc, l'entité que je vais vérifier, je dois bien comprendre qu'est-ce que c'est. Donc, en fait, c'est quoi un projet? Donc, avant de présenter la définition, donc là, je dis que pourquoi on se lance dans des projets? Donc, on se lance dans des projets pour résoudre des problèmes, pour satisfaire des besoins. Sinon, il n'y a pas de raison de faire des projets. Donc, les projets, c'est des solutions à ces problèmes-là. Donc, tout projet représente une solution. Donc, un projet, donc si on entre dans les détails, et c'est la définition maintenant. Donc, il y a pas mal de définitions. Donc, j'ai choisi celle-là, mais il y a plusieurs définitions. Donc, un projet est une initiative temporaire. Elle est limitée dans le temps parce que le projet est différent de l'entreprise. Donc, l'entreprise,
doit assurer la durabilité et la continuité, alors que le projet, il est limité dans le temps. Il a un début et il a une fin. Donc, il est unique. Donc, même si on fait le même projet, donc je vais le réaliser à ma façon. Donc, il est unique, même si l'intitulé est le même et les objectifs sont les mêmes. Mais la réalisation ne sera pas la même. Donc, est organisé. Donc, il est bien organisé, mais mise en place. Donc, le projet, il est mis en place pour atteindre un objectif précis dans un délai et avec des ressources définies. C'est ça le projet. On a besoin de ressources pour le réaliser et atteindre l'objectif fixé dès le début. Donc, les éléments essentiels qui caractérisent un projet. Donc, qu'est-ce qui spécifie le projet? Donc, il a un objectif clair. On sait très bien ce qu'on va faire. Quel est le besoin à satisfaire? Quel est le problème à résoudre? Donc là, et la solution, voilà, par la suite. OK? Donc, la solution pour satisfaire ce besoin, elle est bien déterminée. Donc là, les éléments donc, qui caractérisent un projet, donc un projet, il a un objectif clair, il répond à un besoin et vise un résultat spécifique. Par exemple, développer un produit, organiser un événement, construire un bâtiment. Donc, il y a un résultat à réaliser. Il a un caractère temporaire, comme j'ai dit, il a un début, il a une fin, donc ce n'est pas un travail continu. Donc, unicité, donc c'est un travail unique. Donc, tout projet est unique. Donc, chaque projet est unique, même s'il peut ressembler à d'autres. Par exemple, deux constructions d'immeubles ne sont jamais identiques. Pourtant, les deux vont construire le même bâtiment, pratiquement. Donc, c'est la même chose, sauf que les compétences sont différentes, les matériaux à utiliser sont différents, les machines sont différentes, même l'emplacement, même s'ils sont des voisins, donc ce n'est pas le même terrain. Donc là, même si on va faire la même chose, mais ça sera unique parce que les conditions sont différentes. Et bien sûr, il y a des ressources limitées. Donc, généralement, il y a toujours des contraintes de budget. Donc là, on doit mobiliser le temps. Donc, les ressources humaines doivent être mobilisées à temps, ainsi que les ressources matérielles pour réaliser le projet. Donc, on a besoin d'un budget bien déterminé. On a besoin des compétences et des moyens définis à l'avance. C'est ce qu'on a besoin. Donc, est-ce qu'on a les moyens financiers pour le réaliser ou non? Si c'est bon, c'est OK. Donc, on termine la planification et on commence la réalisation. Donc, exemple, lancer une nouvelle application mobile et un projet. Parce que ça satisfait un besoin X. OK? Alors que répondre aux emails quotidiens est une tâche récurrente. Donc là, les tâches dont la durée de réalisation est très petite, la durée est très petite, et les tâches répétitives ne peuvent jamais représenter un projet. Le projet, ce n'est pas une tâche ou une activité limitée dans le temps et répétitive. Si c'est le cas, donc ce n'est pas un projet. Donc là, les projets sont généralement définis selon le triangle qui représente les contraintes classiques, parce qu'il y a une quatrième contrainte, donc on l'appelle aussi le triangle d'or. Donc, on a trois contraintes. Pour bien gérer un projet, on doit respecter les trois contraintes suivantes. Les contraintes de temps ou de délai, les contraintes de coût ou de budget et les contraintes de qualité ou de portée ou de périmètre. En anglais, on appelle scope. Donc, qu'est-ce qu'on demande? Telle fonctionnalité, de manière générale, telle fonctionnalité bien déterminée. Donc là, je veux telle fonctionnalité. Donc, en fin de compte, c'est la taille du projet, c'est le périmètre du projet et ça représente aussi la qualité du travail demandé.
Donc là, on a toujours 3 contraintes à respecter. Donc là, pour chaque projet, il y a des délais fixés pour réaliser le projet. Le retard peut entraîner des pénalités de retard. On a fait les prévisions nécessaires et la planification qui nous a permis d'estimer le budget. Donc, et par la suite, on a mobilisé les ressources financières nécessaires pour financer ce projet. Et on ne doit pas dépasser ces ressources-là. Et la qualité ou la portée ou le scope, en français on l'appelle aussi périmètre du projet. Donc là, il y a les objectifs à réaliser et aussi spécifications à élaborer aussi et les résultats attendus du projet. Donc, tout dépend de l'importance du projet. Donc, ces 3 contraintes sont interdépendantes. Chacune peut influencer l'autre aussi. OK? Donc, si vous réduisez le temps de réalisation, donc on peut terminer le travail à temps, peut-être la planification, elle était très souple. Et on était très pessimiste, c'est pour ça qu'on a déterminé le temps plus qu'il le faut. Donc là, il faut souvent augmenter le budget dans ces cas. Donc si le travail, donc là, si le travail, le temps estimé pour réaliser le travail, donc il y a une surestimation du temps. Donc là, si on raccourcit, il n'y aura pas probablement un impact sur le temps et sur le budget, sur la portée aussi. Mais si on réduit le temps de réalisation, mais en fin du compte, c'est le temps nécessaire pour la réalisation. Donc là, si on raccourcit, certainement, on aura besoin de bras. Donc, on va recruter. Là, certainement, il y aura une augmentation du budget. OK? Ou, si ce n'est pas le cas, on n'augmente pas le budget, on veut quand même terminer avant délai et sans augmenter le budget. Donc, certainement, il y aura de la sous-qualité. On ne va pas déterminer, réaliser ce qui a été demandé. Donc là, il y aura un dépassement de la contrainte qualité et on appelle la sous-qualité. Cette situation, elle représente la sous-qualité. Et si vous augmentez la portée, c'est-à-dire les fonctionnalités et la qualité, donc cela pourra certainement cela pourra nécessiter plus de temps et plus de budget. On va travailler plus. Donc, vous voyez, si on touche à n'importe quelle contrainte, elle aura un impact sur les autres. Donc, ces 3 éléments, ces 3 contraintes sont en équilibre. Donc, si l'un change, les 2 autres seront impactés et vont être modifiés. Là, pour gérer un projet, il faut respecter les coûts fixés dès le début et qui ont été financés, la qualité ou le scope et le temps. Donc, plus on respecte, plus on réussit dans notre mission. Donc là, c'est bon, on a résumé qu'est-ce qu'un projet. Donc, un projet doit avoir un ou plusieurs objectifs. Donc, qu'est-ce qu'un objectif? Donc, malheureusement, on ne fait pas trop attention à ceci, on le néglige. Alors que couramment, on fixe des objectifs. Si on ne sait pas réellement comment on fixe ces objectifs, donc là, on ne pourra pas faire une bonne évaluation du travail fait. Donc là, c'est quoi un objectif? Donc, l'objectif, c'est un résultat précis que l'on souhaite atteindre dans un délai donné. Donc, il faut être clair. Je veux réaliser ceci dans tel délai. Donc là, il représente une cible à atteindre. Donc, si c'est une part de marché, par exemple, et sert de repère pour guider les actions. C'est normal. Je veux atteindre tel point. Donc,
je dois bien sûr déterminer le travail nécessaire pour réaliser ce travail. Donc là, l'objectif représente une cible à atteindre et sert de repère pour guider les actions, mobiliser les ressources et mesurer les progrès. Donc, les caractéristiques d'un objectif SMART. Donc, n'importe quel objectif doit être SMART. Donc, j'imagine que vous connaissez déjà la notion SMART. C'est quoi SMART? C'est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et limité dans le temps. Donc là, spécifique. Donc là, l'objectif doit être relatif à une activité ou, disons, une activité bien déterminée. Je ne peux pas me lancer dans une activité que je ne maîtrise pas. Là, spécifique, c'est clair, il est précis, bien défini. Par exemple, je veux augmenter les ventes de 10%. C'est un objectif relatif au service commercial. Là, il faut travailler sur la satisfaction du client. Donc, c'est clair, je veux atteindre cet objectif. Donc là, je peux prévoir un peu ce que je pourrais faire pour atteindre cet objectif-là, qui est spécifique. Et peut être mesurable aussi. Donc, il faut le quantifier pour savoir l'évaluer. Par exemple, je peux l'évaluer en termes de nombre de clients ou de chiffre d'affaires. De cette façon, je peux bien évaluer l'objectif à atteindre. Atteignable, donc là, c'était quelque chose que je peux réaliser compte tenu des ressources disponibles. Et réaliste, donc là, c'est quelque chose de réalisable au sein de l'entreprise, c'est-à-dire c'est aligné avec la stratégie de l'entreprise. Je ne peux pas travailler sur un projet qui n'a rien à voir avec l'activité de l'entreprise. Ça n'a pas de sens. Et temporel, c'est limité dans le temps. Par exemple, d'ici 6 mois, je peux terminer ce travail-là ou ce projet-là. Maintenant, la planification, donc, je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est quoi la planification et son emplacement par rapport au processus de gestion. Donc là, avant d'exécuter un projet, il est important de planifier. C'est une étape importante. Ça ne veut pas dire que on va rester beaucoup de temps, mais juste le temps nécessaire pour bien comprendre le projet et savoir le planifier. Donc, avant d'exécuter un projet, il est important de planifier, ça c'est sûr. La première étape de la réussite d'un bon manager, donc la première étape est la planification. Il faut savoir planifier. Donc, parmi les travaux de planification, donc il y en a plusieurs. Donc, vous pouvez consulter le PMI, Project Management Institute, et précisément la certification PMP, Project Management Professional. Donc, il y a plusieurs outils et chaque chef de projet va choisir les outils qui convient son projet et la situation. Donc, avant d'exécuter un projet, il est important de planifier, ça c'est sûr. Je ne peux pas me lancer sans avoir une itinéraire, une orientation dans ma tête. Ça ne se fait pas. Là, je suis perdue avant de commencer si ce n'est pas le cas. Donc, parmi les travaux de planification en site ou les outils, on va les voir, mais on ne va pas les générer tous sur MS Project. Donc, parmi les travaux en site, il faut d'abord fixer clairement les objectifs à formuler par le chef de projet. Là, il faut savoir formuler les objectifs. Une fois c'est bon,
il faut, donc on a une idée sur ce qu'on va faire, donc on doit découper les projets en lots de travail, ce qu'on appelle le WBS, Work Breakdown Structure. Donc là, on découpe les projets de travail, on les organise, on organise les activités en séquence. Donc, définir les liens entre les tâches, définir les ressources à mobiliser, estimer la durée des activités, élaborer l'échéancier et définir les rôles et les responsabilités. Donc, c'est les activités. Donc, on a WBS, l'organisation des tâches, les ressources, la durée des activités, étaler les activités dans le temps, dans ce qu'on appelle l'échéancier, on l'appelle aussi le diagramme de Gantt, et définir les rôles et les responsabilités en élaborant la matrice RASCI. Estimer le budget d'un projet, donc là, on peut le déterminer en se basant sur le MS Project et prévoir un plan de communication, non seulement de communication, mais aussi de qualité. Donc là, on a besoin de préparer un plan de communication et un plan de qualité. Bon, c'est vrai, on a, voilà, donc la qualité, elle est très, très importante. OK? Donc, un plan de communication, il faut savoir communiquer. Donc, dès le début, quels sont les moments où on doit communiquer et comment on va communiquer. OK? Est-ce qu'on va communiquer à travers des emails, des réunions? Est-ce qu'on a besoin de matériaux spécifiques pour assurer la communication? Donc, il faut tout planifier. Il faut aussi un plan de qualité. Il y a des points de contrôle, donc ce qu'on appelle les jalons. Donc, ça nécessite des outils et des ressources humaines pour faire les tests et les contrôles. OK? Et le budget du projet, on peut l'estimer. Donc, l'outil informatique peut nous aider à estimer, dans ce cas, le budget du projet. Aussi, dans la planification, on doit planifier quelles sont les parties prenantes et on gère leurs attentes. Donc là, c'est quoi une partie prenante? C'est toute personne ou plutôt entité physique ou morale dont leur absence peut perturber le projet. Donc, c'est toute entité est entité économique, c'est-à-dire personne physique ou morale, dont la relation est obligatoire pour réussir le travail. Donc, c'est une partie prenante. Évaluer les risques associés au projet. Donc, il faut évaluer les risques. Donc, pour le faire, il faut d'abord identifier quels sont les risques et les analyser et bien sûr déterminer leur impact en cas de réalisation et préparer les solutions si ça va se réaliser, quelles sont les solutions. Et bien sûr, ces solutions nécessitent un budget. C'est pour ça qu'il faut être expérimenté pour savoir budgétiser un projet. Donc, le premier outil, première chose, c'est bon, on a déterminé l'idée en se basant sur le besoin, on a découpé le travail. Donc, là, on découpe le travail pour déterminer la relation entre les différentes tâches. Donc là, on a les work packages, c'est-à-dire les sous-objectifs, les activités importantes, qui peuvent être, donc chacun a un objectif. Et ces work packages seront divisés en tâches et les tâches en sous-tâches jusqu'à ce qu'on arrive à un point où on ne pourra plus découper. Donc, première chose, c'est quelles sont les tâches à réaliser pour dire que le projet sera fait. Donc, la première chose. Donc, par la suite, il y a le deuxième outil, on veut déterminer la durée du projet.
Donc, on va utiliser la méthode de chemin critique, CPM, c'est Critical Path Management, qui comprend 5 étapes. Donc, énumérer les activités, chose qui est faite déjà dans le WBS, Work Breakdown Structure. Établir les dépendances, c'est-à-dire quelles sont les activités qui précèdent et les activités qui suivent. C'est important pour déterminer la relation entre les différentes tâches ou activités. Dessiner le diagramme de réseau. Donc, voici un diagramme de réseau. Il y a un point de départ et point d'arrivée. Et entre-temps, il y a les différentes tâches du projet et la relation entre les tâches, elle est déjà déterminée en se basant sur les exécutions au sein du projet. Estimer le temps requis pour les activités, bien sûr, pour déterminer la durée probable de ce travail. Et en fin du compte, identifier le chemin critique. Donc, ça, voilà le chemin critique. Chemin critique, c'est un chemin où les dates au plus tard et les dates au plus tôt coïncident. C'est-à-dire que ils n'ont pas besoin d'acheter. Je m'excuse. Donc, je vais reprendre, désolé. Donc, énumérer, donc j'ai dit les activités. Donc là, la méthode du chemin critique, elle se base sur 5 étapes et elle nous permet de déterminer la durée du chemin critique, comme j'ai dit. Donc, on établit, comme j'ai dit, les dépendances, quelles sont les activités qui précèdent et les activités qui succèdent. Voilà, donc ces relations-là nous permettent de schématiser ce réseau. Il y a un début, il y a une fin. On estime le temps nécessaire de réalisation pour chaque activité. Donc, il y a, donc je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais il y a les notions de temps au plus tôt et de temps au plus tard, et ça nous permet de déterminer la marge totale. Et bien sûr, les tâches qui sont colorées en rouge, c'est des tâches qui ont une marge totale qui est nulle. Okay, donc là, c'est le temps au plus tard et le temps plus tôt. Donc la différence sera nulle. Donc on a des marges totales nulles. Okay, donc là, ça veut dire qu'on n'a pas le droit à faire des retards. Donc c'est des tâches critiques. Et ces tâches-là nous permettent de déterminer le chemin critique ou la durée la plus longue qui nous permet de réaliser le projet. Donc, le chemin critique nous permet de déterminer la durée de réalisation du projet. Donc là, on vise le futur. Donc, on va prévoir la durée de réalisation de chaque tâche. Et bien sûr, en se basant sur le CPM, on va prévoir la durée probable de réalisation du projet. C'est ce qu'on appelle le chemin critique. Donc, c'est un outil de planification. OK? Donc là, il y a les 5 étapes. Donc, l'énumération des activités, cette étape est déjà faite dans le WBS, Work Breakdown Structure. Déjà, on a énuméré toutes les activités. Maintenant, qu'est-ce qu'on va ajouter? La relation entre les tâches, les prédécesseurs et les successeurs. Donc, cette relation nous permet de schématiser le diagramme de réseau, qui est la base du Critical Path Management, la méthode de chemin critique. Et par la suite, en se basant sur les notions de temps au plus tôt et le temps au plus tard, on calcule la marge totale pour déterminer les tâches critiques qui composent le chemin critique. Donc, le chemin critique, il est composé par les tâches critiques. C'est-à-dire, là, je ne peux pas faire des retards. Tout retard va affecter la date de fin du projet. Il y a aussi l'outil de planification de Gantt. Il permet de présenter les activités dans un diagramme. Donc, tout est clair. Ce n'est pas une méthode, donc il n'y a pas de calcul à faire comme dans la méthode de CPM, mais c'est un document visuel. Il nous permet d'avoir une idée sur la réalisation du projet. Donc, c'est la planification de réalisation. Donc là, Gantt se base sur 4 étapes seulement. Donc, définir
les tâches du projet et les jalons, c'est-à-dire les tâches sont déjà élaborées dans WBS. Donc, juste, on va élaborer les points de contrôle. Donc, c'est un point de contrôle, donc il y a des losanges. Donc, là où on est obligé de faire des validations à travers des réunions, des rapports, des tests. Donc, c'est des points de jalon pour évaluer le travail. Donc là, les tâches donc, sont déjà déterminées dans le WBS. On va estimer la durée des tâches. OK? Chose qui est déjà identifiée dans le diagramme dans la méthode CPM. Identifier les interactions entre les différentes tâches. Donc, c'est déjà fait dans le CPM aussi. Donc, parfois, on n'a pas besoin de CPM. On a besoin seulement de Gantt. Donc, c'est à ce moment-là qu'on essaie d'élaborer les interactions entre les différentes tâches et affecter les ressources. Donc, dans CPM, on n'a pas besoin de ressources, juste les durées et la relation entre les tâches. Donc là, on affecte les ressources. Pourquoi? Parce que on pourra budgétiser le projet en se basant sur le diagramme de Gantt. Je vais vous montrer ceci par la suite sur MS Project. OK? Donc, c'est ce qui spécifie le diagramme de Gantt. Donc, on a besoin d'affecter les ressources humaines, matérielles, mais dans le CPM, on ne se concentre que sur les délais. Le troisième outil, donc vous voyez, j'avance rapidement. Donc, même ceux qui n'ont pas vu les outils, donc j'ai déjà présenté brièvement et de façon claire ces outils-là. Donc, la matrice RACI, c'est l'abréviation de R, responsible, A, accountable, C, consulted et I, informed. Donc, c'est une matrice qui permet de clarifier quels sont les rôles et les responsabilités des tâches. Parce que, pourquoi c'est important? Parce que si on n'a pas bien spécifié les rôles et les responsabilités et il y a eu un problème, chacun va essayer de se retirer et dire que ce n'est pas sa faute. Mais si c'est bien clair dès le début, qui fait quoi, qui est le responsable, donc chacun va assumer sa responsabilité. Donc là, R, c'est responsible, c'est-à-dire celui qui exécute. Donc en français, c'est celui qui réalise. Accountable, celui qui est responsable de dessiner du dernier ressort, c'est-à-dire celui qui valide. Donc R, celui qui réalise. A, c'est celui qui valide. Normalement, c'est le supérieur. Consulte ceux qui doivent être consultés avant ou pendant la tâche. OK, donc si j'ai besoin d'informations, donc là, il y a des personnes bien déterminées à consulter. Donc, ça doit être mentionné. Et informed, donc c'est les personnes qui doivent être informées de l'avancement de ma tâche parce que leur tâche se base sur la mienne. Donc, c'est un exemple de matrice RACI. Donc, pour chaque tâche, il y a les ressources. Donc là, c'est par équipe. Ça peut être des individus. Donc, on trouve des R, c'est l'équipe 1 qui réalise. A, c'est l'équipe 2 qui valide. L'équipe 3 doit être consultée. L'équipe 4 doit être informée. Donc là, on peut avoir plusieurs réalisateurs, plusieurs consultés, plusieurs informés, mais l'approbateur ou accountable, il y a un seul. Donc, mon travail ne peut pas être validé par deux personnes parce que certainement chacun a sa vision propre à lui, ses références, ses normes, etc. Donc, on peut avoir plusieurs profils. Juste l'approbateur qui est accountable, je ne peux avoir qu'un seul. Il y a aussi la matrice des parties prenantes. Donc, c'est quoi les parties prenantes? C'est toute entité physique ou morale qui est dans la relation est nécessaire pour réussir le projet. Comme fournisseur, comme client, comme employé, comme banque, comme l'État. Donc, c'est des parties prenantes nécessaires pour réussir le projet. Sans client,
Il n'y aura pas de revenus. Sans fournisseur, je ne pourrai pas avoir de la matière première. Sans employé, il n'y aura pas de travail. Sans la banque, je n'aurai pas le financement. Sans l'État, si je ne paie pas les impôts, etc., je ne pourrai pas exécuter sur le territoire du pays. Donc là, vous voyez que c'est les parties prenantes ou les entités physiques ou morales dont la relation est obligatoire pour réussir le projet. Donc là, pour déterminer l'analyse des parties prenantes, il faut d'abord identifier quelles sont les parties prenantes, internes ou externes. Par exemple, la direction, l'équipe projet, clients, fournisseurs, les associations avec qui on a affaire, etc. Et analyser leur influence et intérêt. Il y a ceux qui ont, donc si on va sauter vers le graphique, voilà, je vais revenir là. Donc, il y a ceux qui ont un intérêt élevé, ceux qui ont un intérêt faible, ceux qui ont un pouvoir faible et ceux qui ont un pouvoir élevé. Et de là, on peut détecter 4 profils. Donc, là, si on a un fort pouvoir et un intérêt fort aussi. Donc, il est intéressé et il a un pouvoir en même temps. Donc là, il faut s'approcher de lui et il faut être toujours à son écoute. OK? Donc là, c'est un partenaire, quoi. OK? Il faut toujours le satisfaire. Il y a qui a un pouvoir important, mais qui n'est pas intéressé. Donc là, il faut le satisfaire. Il n'est pas intéressé, mais bon, c'est un directeur. Il n'est pas intéressé par un projet dans l'intelligence artificielle. Je dis un exemple. Là, il faut le tenir satisfait, sauf qu'il n'est pas intéressé. Mais il a un pouvoir. Donc là, il faut le tenir satisfait. Il y a ceux qui ont un pouvoir faible, mais qui sont vraiment très intéressés. Donc là, il faut les informer. On ne va pas les négliger parce qu'ils sont intéressés, mais ils n'ont pas un pouvoir faible, qu'ils soient satisfaits ou non. Vraiment, ils n'ont pas vraiment un poids important. Mais il faut les tenir informés. Et ceux qui ont un pouvoir faible et intérêt faible, donc là, on ne va pas les négliger, mais juste les surveiller, tout simplement. On ne va pas faire des efforts pour eux. Donc là, il faut optimiser l'énergie et le temps. Aussi, donc on a dit, troisièmement, donc identifier les parties prenantes, analyser leur influence et leur intérêt, donc pouvoir et intérêt, en se basant sur cette matrice-là. Et troisièmement, définir une stratégie d'implication. Donc là, est-ce que ce partenaire, il est impliqué ou non? S'il est impliqué, tant mieux. S'il n'est pas impliqué, je veux qu'il soit impliqué, je dois l'impliquer. Et si c'est l'inverse, donc là, on va essayer donc de le tenir juste informé. Là, il y a tout un plan de communication à élaborer pour adapter l'implication de la partie prenante. Donc là, déterminer le rôle de chaque partie prenante dans le projet, est-ce qu'il doit être consulté, est-ce qu'il est décisionnaire, est-ce qu'il est informé ou un support. Donc c'est important de déterminer l'importance de cette partie prenante et adapter la communication selon son profil. Donc, je veux l'impliquer. Donc, la fréquence de la communication. Je veux l'impliquer plus, donc plus de communication. La fréquence sera élevée. Donc, le niveau de détail. Est-ce que s'il saura plus de détails, il va être plus impliqué ou non? Ça dépend de la situation à qui on veut migrer. Donc, par exemple, il n'est pas intéressé, je veux le rendre intéressé. OK? Là, on va l'impliquer selon le besoin du projet. Donc là, le canal de communication, ça c'est sûr, pour l'intéresser. On peut envoyer des emails, des réunions, des rapports. Donc, tout dépend quelle est la communication adéquate pour modifier le statut de la partie prenante. OK? Donc, j'ai un statut bien déterminé, je veux l'attendre. Et aussi, gérer les attentes, donc clarifier les objectifs dès le départ pour éviter les malentendus.
Fixer les limites réalistes, donc budget, délai, qualité, et mettre en place un suivi régulier, pour voir quels sont leurs besoins et la modification du besoin, et réagir rapidement aux préoccupations pour maintenir la confiance. Donc, plus on est à l'écoute, plus les problèmes seront résolus et les besoins seront satisfaits. Donc, cinquièmement, c'est évaluer et ajuster. Donc, suivre le degré de satisfaction des parties prenantes, et c'est ce qu'on cherche ou non. Ajuster la communication ou l'implication si nécessaire au cours du projet. S'il y a le directeur qui a un pouvoir mais qui n'est pas intéressé, mais je veux l'intéresser parce qu'il a assez d'expérience et il peut, et vraiment des relationnels importants, il peut aider l'équipe dans la réalisation du projet. Donc là, il faut changer de position. Donc là, est-ce que la partie prenante, elle n'est pas avertie du projet, elle n'est même pas impliquée. Parfois, il y a des membres d'équipe qui sont affectés dans des projets, et ces employés, ils ne sont pas intéressés, donc parfois, ils ne sont même pas au courant qu'ils sont impliqués dans un projet. Donc, soit non averti, soit il est résistant au changement. Donc, pour lui, le projet représente un changement et il n'est pas intéressé, il est neutre ou il est support. Donc, là, on veut toujours impliquer la partie prenante, donc on va modifier la position de non-averti à support ou de résistant à support ou neutre à support. Et parfois par étapes. Okay. Donc, un exemple donc, de partie prenante, donc client. Donc, généralement, c'est une partie prenante qui est intéressée et qui a un pouvoir. OK? Donc, parce que leur présence est décisive pour la survie de l'entreprise. Donc, fort intérêt, fort pouvoir. Donc là, il faut faire des réunions hebdomadaires pour ajuster le besoin. Il faut toujours être à l'écoute du client pour qu'il soit toujours satisfait. Donc, pour la direction, donc là, ils ont un fort pouvoir, mais ils ne sont pas toujours intéressés. Donc là, il leur faut juste les rapports et les grandes lignes, hein, surtout. Donc, c'est un rapport mensuel synthétique sur l'avancement. Donc, il n'entre pas dans les détails. Quand même, il a un pouvoir, il faut qu'il soit informé. L'équipe projet, donc, ils ont un fort intérêt, mais un pouvoir moyen. Donc, c'est des réunions au quotidien, tout simplement pour être informés, tout simplement. Et les fournisseurs, c'est un contact ponctuel selon les livrables, donc c'est un intérêt limité. Donc, là, c'est des exemples de parties prenantes et d'opposition. Et je pense que c'est fini. Voilà, c'est le dernier livrable. Voilà, c'est le dernier livrable et on termine. Donc là, comme j'ai dit, il y a 3 contraintes classiques. Il y a la contrainte coût, délai et périmètre. Mais généralement, on rajoute la 4e contrainte qui est la maîtrise du risque. Donc là, c'est quoi un risque? C'est un événement qui peut être réalisé et sa réalisation peut impacter négativement les résultats. Donc, c'est ça le risque. Le risque, c'est un événement qui peut se réaliser comme il peut ne pas se réaliser. Donc, ce n'est pas sûr. Donc, voici une approche complète et structurée de la gestion ou du management du risque. Donc là, il faut d'abord identifier les risques. Est-ce que c'est des risques techniques, financiers, humains, etc. Et analyser le risque, c'est-à-dire sa probabilité de réalisation, son impact, et prioriser les risques. Donc, il y a des risques plus prioritaires, plus importants que d'autres. Bon, plus prioritaires. Donc là, on va classifier la criticité de ces risques-là. Donc, il y a des risques élevés, c'est-à-dire nécessitent des actions immédiates, les risques moyens, surveiller et prévoir, et les risques faibles, juste suivre.
Et aussi, il faut planifier les réponses. Donc, si j'ai identifié les risques, on ne va pas, et je les ai classés ou priorisés, je ne vais pas croiser les bras. Donc là, si ce risque aura lieu, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, il faut proposition une, une solution. Et d'abord, il faut choisir la stratégie. Est-ce que j'évite le risque? Donc, je ne vais plus faire cette tâche-là. Je vais le réduire, par exemple, le sous-traiter à travers, plutôt non, le réduire, par exemple, un partenaire, ok, on va réduire le risque, je vais le subir, mais un partenaire ou un actionnaire qui va réduire le risque avec moi, transférer, c'est-à-dire je vais le transférer à une tierce personne, par exemple la sous-traitance, soit accepté. Il n'y a pas de, je n'ai pas le choix, donc le risque est là, et n'importe qui à ma place, il n'a pas le choix, il doit l'accepter. Ok, donc là, je dois choisir la réponse, la stratégie à adopter, par la suite, l'action à entreprendre. Et bien sûr, suivre et contrôler, mettre à jour, vérifier l'efficacité des actions et ajuster si nécessaire. C'est-à-dire les actions, quoi? C'est les solutions à appliquer pour éviter ces risques-là. Il y a un exemple. Donc, exemple, un retard de livraison du fournisseur. Donc, la probabilité de réalisation, elle est faible. L'impact, il est élevé parce que ça va impacter la production et la livraison des produits finaux. C'est une priorité élevée parce que ça va impacter nos relations avec les clients et le marché. Plan d'action, c'est contracter fournisseur, un autre fournisseur, ok. Prévoir un délai supplémentaire en cas de nécessité, ok. Donc, pour s'échapper des retards probables. Et qui est responsable? Bien sûr, c'est le chef de projet. Okay. Donc, il y a plusieurs formes de matrice de management du risque, mais ce qui est sûr, c'est que là, on doit identifier tous les types de risques. Donc, on les décrit, leur gravité, leur probabilité de réalisation et leur criticité ou priorité. OK? Et les conséquences si sévères, c'est l'impact là. Donc, la nature responsable, mais aussi la solution. On rajoute la solution à proposer pour éviter ces risques-là. Donc, manque une colonne. Donc là, on a besoin, donc c'est les principaux outils de planification. Donc, sur un MES Project, on ne va pas utiliser tous ces outils-là parce que il y a des outils qu'on peut, il y a des outils qu'on peut, juste un moment, il y a des outils qu'on peut générer par les outils informatiques, il y a d'autres non. Par exemple, d'abord, j'ai présenté le WBS, on peut le générer sur un MS Project. J'ai présenté le CPM, on peut le générer sur un MS Project. Aussi, le diagramme de Gantt, on peut les générer sur un MS Project. RACI, non, bon, c'est un document que je peux présenter, mais je ne le. Donc, sur un document Excel, il y a la matrice des parties prenantes aussi, non, c'est un document que je peux élaborer sur Word ou Excel. Et il y a la matrice de management du risque. Aussi, je ne vais pas l'évaluer, l'élaborer sur MS Project. Donc là, MS Project va nous permettre de générer ces outils-là. OK. Une fois on a découpé, on a fait l'ordonnancement, OK, là, la détermination des délais, et dans le diagramme de Gantt, on a rajouté les ressources. On peut budgétiser
le projet, bien sûr, la budgétisation prévisionnelle. OK? Mais bien sûr, il y a d'autres coûts qu'on va rajouter. Mais sur MS Project, on peut budgétiser le projet en se basant sur les tâches qui ont été énumérées. OK? Donc là, on va faire euh, un exemple. Donc, une simulation, on suppose que, et on va faire ce travail sur MS Project. On suppose qu'on a un projet. Il y a, par exemple, 5 ou 6 tâches. Donc, les tâches, par exemple, la tâche A, la tâche B, la tâche C, la tâche D et la tâche E. Par exemple, durée, durée, euh, euh, prédécesseur, la relation, effectif, supposons que il n'y a que les ressources effectives, il n'y a que les ressources humaines, donc on suppose qu'il n'y aura que les ressources humaines, euh, et euh, le coût, le coût. Ok. Supposons que c'est en nombre de semaines, donc celui-là, il lui faut 4 semaines. Celui-là, il lui faut, disons, je ne sais pas, 6 semaines. Celui-là, il lui faut 3. Celui-là, il lui faut 2. Et celui-là, il lui faut 5. B, elle est précédée par A. C, elle est précédée par A. D, il est précédé par B et C. Et E, il est précédé par D. Pour effectif, donc là, on a besoin d'un employé. Là, on a besoin de 2 employés. Là, on a besoin de 2 employés. Là, on a besoin de un employé. Là, on a besoin de 3 employés. C'est des simulations, hein. Les coûts. Donc là, le coût d'une heure, donc l'une heure de travail, c'est 10, disons 10. Si on garde les options, donc disons 10 euros ou 10 unités monétaires, donc là, c'est 15, c'est 15, là, c'est 10, là, c'est 15. C'est tout. Donc là, on va faire ce travail sur un MS Project. Donc, j'ai la version 2016. Donc, je vais ouvrir une page. OK? Donc, je vais ouvrir de nouveau cette page-là. Donc, voilà. Donc, MS Project, version 2016. Donc, je clique là. Là. Donc, la tâche A. Là. Donc, on a la tâche A. Quoi d'autre? La tâche A. B, C, D, E. Voilà. La tâche A, B, C, B, E. Ah, ok. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ok. Donc là, c'est le code, désolé. Donc là, c'est le nom de la tâche. Ok, désolé. Ah, qu'est-ce qui se passe? B, C, D, E.
c'est ça. J'ai bien dit que le nom de la tâche, les prédécesseurs, voici là. Là, on a le nom de la ressource et je peux rajouter une colonne pour les coûts, sinon ça va être juste dans le système. Donc, et une fois que je génère le budget, je pourrai l'avoir. Mais je peux ajouter une colonne là, donc coût, voilà, je peux ajouter, voilà. Ok. Donc, tout est affiché là. Donc, les prédécesseurs, donc là, il n'y a pas de prédécesseur. Donc, le prédécesseur de B, c'est A, donc c'est 1, parce que il y a des codes là. Le C aussi, il est précédé par le A, donc c'est 1. Voyez la relation, ok? Donc, reste la durée, donc la longueur de la barre va être allongée, tout dépend de la durée. Donc, je n'ai pas fixé les durées. D, il est précédé par B et C, donc ça sera les codes 2 et 3. 2, 3. Donc, parfois, vous trouvez des versions qui acceptent le point virgule, d'autres qui acceptent le virgule. Donc, il faut essayer, tout dépend de la version. Et là, elle est précédée par D, le E, c'est le 4. Voilà. Donc, les ressources, donc on va supposer que c'est des... bon, voilà les durées d'abord. Donc, les durées, voilà. Euh, donc, la première, sa durée, elle est de 4 semaines. Donc, il y a un détail que j'ai oublié, désolé. Euh, Première chose, il y a les options. OK. Donc, je dois paramétrer mon projet. Donc, affichage. Donc, c'est standard. Sauf que là, on peut changer la devise. OK. Donc, je vais garder tout ce qui est standard. Là, par exemple, on va voir par la suite que durant la semaine, le travail commence à 9 heures jusqu'à 18 heures, 7 heures de travail par jour. Il y a une pause entre-temps, 35 heures par semaine et 20 jours par mois. Mais on peut modifier. OK? On peut modifier. Donc là, je vais sauvegarder tout ce qui est standard. Il y a aussi, qu'est-ce que je peux ajouter? Il y a le décimal, juste un moment où se trouve cette. Donc, je vais vous montrer. Donc, je les répète. Décimal au pourcentage. Hmm. Donc là, c'est le type de calendrier. Donc, on va garder le standard parce que je peux faire un calendrier sur mesure. Je vais vous montrer ceci par la suite. Euh, Voilà, c'est mentionné décimal parce que le standard, c'est en pourcentage. Par exemple, si vous aurez besoin d'un employé, ça sera 100%, c'est-à-dire le travail de toute la journée de l'employé sera dédié au projet. Si j'ai besoin de la moitié de son temps, donc je vais mettre 50%. Donc, deux employés de 100%. Donc, moi, je préfère le décimal, 1, 1,5. Donc là, on parle pas on parle de charge de travail. Donc, c'est décimal déjà. C'est tout. Donc, si vous entrez dans les détails, donc, vous pouvez le façonner à votre façon, mais je garde. Aussi, il y a, il y a euh, le, les, le temps. Donc, juste, je cherche la rubrique. Euh, Comment je peux ajuster le calendrier? Juste un moment parce que je viens d'utiliser cette version. Avant, j'utilisais celle précédente. Euh,
Euh, c'est l'ajustement du calendrier. Voilà. Donc, j'ai oublié ceci. Donc, si on veut utiliser les dates au plus tôt, voilà, c'est mentionné là. Date de début du projet. Ah non, c'est pas la date de, voilà, la date de début. Si je veux que ce soit la date de fin, donc la date de début sera désactivée. Ok, vous voyez, là, je vais laisser généralement, je veux commencer le plus tôt possible et terminer le plus tôt possible. Mais parfois, il y a des entreprises qui ont beaucoup de projets. Et ce projet-là, donc, ils ne sont pas pressés pour le réaliser. Donc, le temps de libérer un peu de ressources. Donc, ils vont travailler sur les dates au plus tôt, au plus tard, c'est-à-dire quand est-ce que je dois terminer cette tâche le plus tôt, le plus tard possible. Le temps de libérer quelques ressources. Donc, parfois, si on est dans cette situation, donc là, ils vont entrer là et faire tout le calcul en se basant sur la date du fin du projet. Et les dates qui seront calculées seront des dates au plus tard. Mais généralement, on veut commencer le plus tôt possible le projet et le terminer le plus tôt possible. Donc, je vais laisser les informations standards. Donc, c'est les dates de début. Donc, c'est information sur le projet. Champ personnalisé, c'est celui-là. Non. Voilà, donc il est devant moi. Modifier, donc c'est ce que je cherche, modifier le travail. Donc là, je peux par exemple rajouter un férié. Ok, là par exemple, c'est un férié. Donc dire que c'est un férié. C'est 2 jours, donc ça commence ce jour-là et ça s'achève, disons, une journée après. Voilà, vous voyez. Donc, les 2 jours sont cochés. Donc, si on donne là, donc bien sûr, on suppose que le travail, comme je l'ai mentionné avant, donc de 9 heures jusqu'à 6 heures le soir, et 5 jours de travail par semaine, et 20 jours, 35 heures par semaine et 20 jours par mois. Donc, c'est le calendrier standard. Donc, là, si je rajoute, donc j'ai un congé, il y a des employés qui sont absents, peu importe, ou des fériés. Donc là, je vais les cocher lorsque je donne la durée du projet. Ils vont sauter, ok, parce que, donc là, le week-end, on ne compte pas ces jours-là. Même chose pour les jours que je vais rajouter dans le calendrier. Si je veux un calendrier standard, donc c'est 24 heures, oui, voilà. Le calendrier, donc là, donc donc toutes les journées sont ouvrables. Donc là, donc en tant qu'étudiant, par exemple, je travaille le week-end. J'ai des projets, je travaille 1 heure par jour. Je peux façonner ceci à ma façon. Ok, je fais un calendrier et je vais euh, mentionner que je travaille par exemple 2 heures par jour. Je travaille seulement 2 jours par semaine. Donc, et lorsque je vais donner des durées, donc là, il va se limiter aux horaires de travail mentionnés dans le calendrier. Donc, bien sûr, je ne vais rien enregistrer parce que je vais garder tout ce qui est standard. C'est bon, on a fait le paramétrage, ce qu'on appelle le paramétrage. Et par la suite, je vais déterminer donc, l'icône concernant les délais et les durées. Voilà, donc on a bien dit que la durée de la première, c'est 4 semaines. 4 semaines, ok? Donc SM, si on entre dans le paramétrage, dans options, donc c'est où les options? Voilà. Dans général, dans affichage,
je pense, ou c'est où? Juste un moment. Je sais pas c'est où exactement. Euh, c'est mentionné les abréviations, c'est bien mentionné. Je sais pas où. Semaine, jour, etc. C'est bien mentionné. Je sais pas où exactement, mais ça existe. Un moment, je cherche. Voilà. Donc, par exemple, semaine. Donc, dans ce qui est utilisé, c'est l'abréviation SM, mais je peux le modifier. Donc, seulement S, donc, ou écrire semaine. Donc, à vous de voir. Et même le changement de couleur des barres. Là, OK? Donc c'est 4 semaines. Euh, par la suite, 6 semaines. 6 semaines. Par la suite, 3, 2, 5. 3, 2, 5. Voilà. Il y a une touche quelque part dans affichage, voilà, zoom pour voir tout le diagramme. Donc, zoom, projet, l'ensemble du projet. Donc, voilà, donc la totalité du projet. Vous voyez la relation, donc celle-là, ces deux tâches ne commencent qu'une fois que la première est achevée et celle-là ne commence qu'une fois ces deux-là sont achevées et ainsi de suite. C'est la relation. Euh, donc là, c'est le diagramme de Gantt. D'accord? C'est le diagramme de Gantt. Là, c'est le WBS. OK? On n'a que des tâches, on n'a pas de sous-tâches. Mais je peux vous faire juste une simulation. OK? Par exemple, là, il se peut qu'on aura la tâche E, hein, et la sous-tâche E2. OK? Donc, je peux la diviser. Donc, euh, donc là, je vais faire, voyez, et dans ce cas, ça devient une activité ou un work package qui ne se fait qu'une fois que ces deux-là sont réalisés. Vous voyez? Donc, je peux le fermer. Voilà, c'est le work package, c'est-à-dire l'activité de base. Donc, si je divise ces autres tâches-là, donc ça sera la même chose et j'aurai les work packages. OK, les work packages, si je vais revenir au support, donc voilà. Donc, le work package, chaque projet peut être divisé en sous-projets. Peut-être j'ai sauté cette étape-là, cette explication. Donc, chaque projet est divisé en des activités ou en des sous-projets ou ce qu'on appelle les work packages. C'est des sous-projets. Et on peut les diviser en tâches et les tâches en sous-tâches. C'est clair? Donc là, c'est des work packages. Donc là, je ne vais pas la diviser, donc c'est une tâche. Si je la divise, c'est un work package. OK? Donc, tout dépend de la complexité. Donc là, c'est le WBS, c'est le diagramme de Gantt. Et maintenant, je vais générer, donc l'affichage se fait sous format diagramme de Gantt, c'est le diagramme qui est utilisé, donc c'est le standard. Mais on a besoin du réseau des tâches, c'est le CPM. Voilà. Donc, s'il y a une relation qui manque, ça va être affiché là. Donc là, on a déterminé dans le paramétrage les dates au plus tôt. Donc là, les dates qui sont déterminées sont les dates au plus tôt. Vous voyez? Donc, on n'a pas vraiment... donc, quel est le chemin critique? C'est le chemin le plus long. Donc, soit A, B, D, soit A, C, E.
Donc là, on doit déterminer la marge totale. On calcule les dates au plus tôt et les dates au plus tard. Et celles qui ont des marges totales nulles représentent le chemin critique. Donc là, dans les rapports, je peux déterminer, donc, par exemple, les ressources, les coûts. Donc, j'ai pas encore déterminé j'ai pas inséré les coûts, mais en cours, je peux déterminer les tâches critiques. Vous voyez? Donc, les tâches critiques, c'est A, B, C, D. OK? C'est A, B, C, D. Donc, je n'ai pas encore achevé les tâches. OK? Aucun travail n'est réalisé. OK? A, B, C, D. Donc, c'est les tâches, je reviens. A, B, C, D. Donc, généralement, donc je vais A, B, D. Généralement, soit A, B, D, E, soit A, C, D, E, parce que les deux tâches sont parallèles. Mais il se peut que deux tâches, donc, donc je dois calculer les dates au plus tôt et les dates au plus tard pour déterminer manuellement quel est le chemin critique. Mais si on revient au rapport, donc les tâches critiques, donc c'est A, B, D, A, B, D, A, B, C, D. Donc, j'imagine qu'il y a une information manquante. L'essentiel, c'est que on peut déterminer le chemin critique en se basant sur ce rapport-là. Maintenant, je vais revenir sur le diagramme de Gantt. Gantt. Voilà. Et je vais insérer les coûts. Donc, on va aller aux ressources. Soit on clique sur affecter ressources ou directement là. Mais d'abord, les ressources. OK, le nom des ressources. Supposons qu'on va utiliser les ressources humaines, les ressources. Donc, ressources humaines, donc c'est standard. Là, on va utiliser combien? On a dit que tout à l'heure, c'était un employé, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 3. 1, OK. Donc, elle est déjà mémorisée. 2, 2, un, 3. Voilà. Mais bien sûr, on peut mettre voilà, vous voyez, donc là, je vais supprimer parce que vous voyez, je vais supprimer. Là, c'est mieux. Vous voyez, donc, les ressources. Donc, vous pouvez, par exemple, si vous avez des ingénieurs, vous mettre les initiales, des profils différents, des ingénieurs et des techniciens, faire des classifications selon le profil ou dans l'exercice. Donc, c'est un profil standard. Maintenant, les coûts. Donc, pour les coûts, je vais cliquer sur les ressources. C'est déjà bien, j'ai déjà fait. Donc là, je vais, voilà, c'est affecter les ressources. Vous voyez, donc il n'y a pas de coût. Donc je vais affecter le coût. Donc là, vous voyez, donc on a du travail, des ressources humaines, mais on peut utiliser des matériaux, des consommables ou des ressources financières et on peut changer. Vous voyez,
mais dans cet exercice, juste le travail, tout simplement. Et on passe au coût. Donc, il y a donc les heures sup, etc. Donc, juste standard, par exemple, on a dit que euh, le premier, donc c'est 10 euros, 10 15 15 10 15. Voilà. Non, non, dans ce cas, c'est le même profil. Ok, je vais changer. Donc, c'est le même, c'est le même, c'est le même coût. C'est pour tout, c'est 10 euros l'heure. Là, parce que c'est la même ressource, je vais pas utiliser des ressources différentes. Donc, c'est 10. Voilà. Donc, si on entre dans les détails, donc, c'est des heures sup, etc. Mais voilà. Donc là, on a besoin d'un employé qui va travailler 4 semaines, 9 heures par jour pendant 5 jours. Voilà, donc ils vont faire le calcul. Voilà. Donc vu qu'on a utilisé la même ressource, donc c'est programmé. Donc si on a des ressources différentes, on va affecter le coût pour chaque ressource. Là, c'est la même ressource. Donc il a calculé directement le coût pour chaque ressource. Vous voyez, donc voilà. Donc maintenant, on ira au rapport. Donc les ressources, voilà le coût. Donc euh, aperçu du coût des ressources là. Voilà. Donc juste 10. Non, je cherche pas juste. Là, les ressources humaines, donc le coût de manière générale. Mais il y a un tableau. Donc le coût pour déterminer. L'aperçu du coût des ressources, vue d'ensemble sur le coût des, voilà. Donc la tâche, voilà. Donc c'est les coûts, ok, et le total nous donne le budget prévisionnel, donc de chaque tâche. Vous voyez? Et voilà, donc j'imagine que, voilà. Donc il y a pas mal d'autres rapports que vous pouvez en profiter et utiliser, mais j'ai utilisé les rapports les plus intéressants. Donc, MS Project est très intéressant. Ça vous aide à générer des outils de management de projet. En fait, ce n'est pas un outil de management de projet parce qu'il y a pas mal d'étudiants qui font la confusion. Ce n'est pas un outil de management de projet. J'ai présenté les outils de planification, à savoir WBS, Gantt, CPM, la matrice RACI, la grille la matrice des parties prenantes et la grille d'analyse des risques. C'est des outils de planification. Il y en a d'autres pour les autres étapes. OK? Mais l'outil informatique va faciliter la génération de quelques outils. Déjà, on ne peut générer par MS Project que WBS, Gantt et CPM. Et le budget prévisionnel, donc juste de l'exécution du projet, tout simplement. Et on rajoute les autres coûts. La spécificité de MS Project, c'est facile à utiliser. Ça peut centraliser les informations relatives au travail. On peut modifier, on peut ajuster. C'est très facile. Mais il y a d'autres logiciels. Donc, il y a pas que ça. OK? Et on peut même, si le projet n'est pas compliqué, on peut même utiliser Excel. Donc, il y a des feuilles, des feuilles Excel qui peuvent nous aider à représenter Gantt, CPM, WBS. Donc, c'est faisable. Donc, plus le travail est complexe, plus on a besoin de logiciels pour faire le travail euh, plus compliqué, quoi. Donc, ainsi, j'ai terminé ma présentation et j'attends vos questions. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. J'espère que ma voix est claire. Je vous entends très bien. D'accord.
Mhm. Ok, nous avons Catherine. Catherine, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Oui, bonsoir, cher coach. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir, on vous écoute. Bonsoir, coach. Merci d'abord pour la présentation. Je voulais un peu donc avoir des éclaircissements sur les diagrammes. Est-ce que à partir du diagramme, on peut prendre, c'est comme les chronogrammes aussi? C'est en quelque sorte des activités. Vous pouvez, s'il vous plaît, répéter la question, J'ai dit Catherine? ceci, j'ai vu, vous avez tracé les diagrammes. Vous Oui, avez tracé. Maintenant, je voulais un peu savoir, c'est en quelque sorte comme les chronogrammes des activités dans le cadre du projet. oui, en fait, ça, c'est une présentation. Donc, un Mhm. moment, je vais présenter de nouveau. Voilà. Donc, voilà, dans le diagramme de Gantt. Voilà. Mhm. On l'utilise fréquemment, même dans nos jours, dans notre vie quotidienne, donc dans notre vie Mhm. personnelle aussi. Donc, ça va nous aider à faire la classification, ok, et on essaie d'organiser le travail, ok, même pour faire une excursion. Qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les tâches? Première chose à faire, deuxième chose à faire. Avec un stylo, on peut faire ceci. Donc, inconsciemment, on fait ce travail-là. Juste, on va mettre les choses dans leur cadre, tout simplement. Mais ce qui est sûr, on fait de la planification. Donc, pour faire une révision, donc vous avez ou c'est un projet en fait. Donc, chaque projet, il a une durée, donc il a un début et il y a une fin. Il y a des ressources dans temps, des ressources financières, des ressources matérielles. Donc, c'est un projet quoi. Donc là, vous allez gérer votre temps. Vous allez diviser les tâches à faire, vous allez les ordonnancer, ok? Donc, c'est le diagramme de Gantt. Donc, c'est les tâches qui sont étalées dans le temps dans un tableau. Donc, c'est un document visuel qui va faciliter le suivi du travail. Mhm. Donc, je vous conseille de Ok. l'utiliser. Donc, même dans, ok, Mhm. très bien, Catherine, même dans vos projets, ok, lorsque vous allez faire des projets, dans votre vie personnelle ou professionnelle, c'est toujours conseillé d'utiliser le diagramme de Gantt parce que vous pouvez oublier des tâches. Donc, c'est devant vous. Donc, je l'ai fait. Donc, sur le diagramme de Gantt, sur MS Project, on peut mettre réaliser, on peut insérer la réalisation ou même si, parce que là, il y a par la suite une deuxième étape de réalisation. Donc, on va insérer les réalisations et faire la confrontation ou la comparaison du prévu au réalisé. Mais donc là, on peut faire, voilà, donc euh, dans l'autre version, euh, je peux, je peux faire donc dans celle-là, non. Donc, je peux faire des avancements et dire que j'ai réalisé. Voilà, ce n'est pas faisable ici. Donc, dans l'autre version, je peux, avec le curseur, avancer donc jusqu'à la moitié et dire que, donc, il va dire que il y a 50% qui a été fait. Donc là, c'est une autre version. Donc là, il faut passer donc, à Gantt suivi. Donc, il y a donc juste, voilà, ici, il y a le Gantt suivi Gantt. Donc là, on va insérer les réalisations et il y aura la comparaison entre le réalisé et le prévu et voir est-ce qu'on a fait des dépassements ou non. Mais avant, il faut mémoriser cette planification et il peut y avoir plusieurs versions de planification parce qu'on peut faire des modifications et choisir une planification et travailler sur cette planification-là. Et on pourra déterminer des critères qui vont faire partie du tableau de bord qui va nous permettre de faire le suivi dans la réalisation. Donc là, pour le moment, on va se contenter juste de la planification.
OK? Donc, c'est un outil très intéressant, Gantt, que ce soit sur Excel, même sur, donc, on le fait à la main, donc, ou s'il y a beaucoup de tâches, on le fait sur un outil à travers un outil informatique. Donc, je vous conseille de le faire et de s'habituer à l'utiliser. C'est clair, Catherine? Oui, oui, j'ai compris. Merci Très bien. beaucoup. De rien, OK. Donc là, ces outils-là, donc j'ai résumé les outils les plus utilisés, mais il y en a d'autres. Donc, je vous ai présenté la base, mais il y en a d'autres, il n'y a pas que ça. Donc, si vous retenez ces outils-là, parce qu'il faut planifier le travail à réaliser, il faut déterminer par le chemin critique la durée de réalisation du projet. WBS, le découpage, je dois déterminer quelles sont les différentes tâches de mon projet, c'est très important. Donc, WBS, Gantt, CPM, les parties prenantes qui sont impliquées, les membres de l'équipe, les directeurs, le client, qui sont impliqués dans le projet, et ça, c'est très important. Aussi, les responsabilités racistes, qui fait quoi? Chacun est responsable. Donc, pour que chacun soit responsable de ce qu'il fait, de ce qu'il fait. Et les risques, donc, on a toujours, on sera toujours en confrontation avec des risques dans le futur. Donc là, on se prépare. Donc, si on a assez d'expérience, on pourra prévoir les risques probables, mais on ne va pas croiser les bras. Non, quels sont les risques probables? On va les analyser par ordre de criticité et quelles sont les solutions possibles. Parce qu'il y a plusieurs stratégies, soit on accepte, soit on fait le transfert, soit on réduit, soit on élimine. Et il y a des solutions. Okay? Donc, ces solutions ont certainement besoin de budget. Donc, si le logiciel ne marche pas, donc la solution, c'est acheter un autre logiciel. Donc, ça nécessite des coûts. Donc là, la grille d'analyse des risques nous permet de préparer la solution pour s'en sortir si le risque aura lieu. Et bien sûr, nécessite des risques. Donc, ça va être rajouté au budget déterminé par MS Project parce que ça se concentre juste sur les activités. On rajoute aussi le budget de qualité, le fait de faire des tests. Donc, on rajoute ce budget. Et le budget de communication aussi. On a besoin, par exemple, de matériel de visioconférence parce qu'il y a des membres qui sont à l'international. Donc, avec le budget qui est déterminé, donc c'est le budget de l'exécution. Donc, et en fin du compte, on détermine le budget prévisionnel nécessaire pour faire le projet. Donc, on fait tout ça. Donc, le découpage, la détermination des ressources, la communication, plan de communication, plan qualité, donc l'analyse des risques. Et à la fin, on va faire le calcul du budget parce que tout ce qu'on a fait est traduit en argent. Donc, le budget est toujours à la fin, c'est le budget prévisionnel. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est les outils les plus utilisés et les outils basiques. On n'est pas entré dans le détail des de project management. D'autres questions? Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Donc, nous avons Ali Madi. Ali, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Ali. OK, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Ali, vous avez toujours accès au micro. Je pense qu'il y a un problème de connexion chez vous. Veuillez essayer de sortir et de revenir à nouveau. Jusqu'à l'arrivée d'Ali, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat.
Oui, il est obligatoire de s'inscrire à chaque fois qu'un séminaire se termine. Vous devez vous inscrire au lien envoyé sur le chat pour recevoir votre certificat de participation. Et oui, il y aura un enregistrement qui sera bientôt disponible sur la chaîne officielle sur YouTube. Vous pouvez la voir là-bas. D'accord? Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Ali m'a dit, je pense que vous êtes de retour. La parole est à vous. Vous avez accès au micro. Ok, merci beaucoup. Merci infiniment de m'avoir donné l'accès au micro parce que c'était peut-être un problème du navigateur ou bien du réseau. Bon, je sais pas, mais en tout cas, c'est résolu. Merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à remercier pour la présentation pertinente. Merci beaucoup parce que ça nous a donné beaucoup de partage, surtout dans le cas académique et encore professionnel. Donc, pour moi, j'ai juste quelques questions. Donc, je vais parler sur surtout la compréhension générale et aussi et les bonnes pratiques. Donc, je veux savoir quelles sont les étapes clés d'une planification efficace dans MS Projet, de la définition du projet, par exemple, à la clôture, par exemple. C'est ça ma première question. J'ai aussi une autre question. Si c'est possible, je vais poser les trois questions peut-être. Donc, quelles sont les erreurs aussi le plus fréquentes, par exemple, lors de l'utilisation de MS Projet et comment les éviter en cas, hein, parce que si on veut l'utiliser, par exemple. Et ma troisième question, c'est que comment MS Projet peut-il s'adapter à des environnements, par exemple, agiles ou hybrides? Bon, si je parle de hybride, c'est agile plus cycle en V, par exemple. Ok, donc merci Ali. Donc ça se voit que vous avez des connaissances plus poussées en management de projet vu que vous avez évoqué les méthodologies. Donc je n'ai pas évoqué la méthodologie, que ce soit classique ou agile. Ok, donc d'abord, je commence par la première question. Donc en fait, MS Project, il a des insuffisances comme tout logiciel. Donc, il est facile à utiliser, il centralise des informations, on peut générer des rapports, chose qu'on ne peut pas le faire en utilisant. Bon, il y a d'autres logiciels qui le font, il y en a d'autres non. Donc, parmi les défauts, pas les défauts, mais les insuffisances, c'est que on ne peut pas partager des documents comme Trello, par exemple. Trello, donc, c'est utilisé pour communiquer entre les membres de l'équipe. On peut utiliser les deux. OK? Mais on peut utiliser aussi des systèmes d'information. Il y a des entreprises euh, qui conçoivent leur rubrique de management de projet dans le système d'information propre à eux. Donc, on trouve tout. OK? Donc, c'est quelque chose de spécifique. Donc, il a des limites. Donc, comment l'utiliser? Donc, dans la planification, je vous ai montré grosso modo comment on l'utilise. Donc, juste l'essentiel, je ne suis pas dans les détails vu la contrainte du temps, mais vous avez vu l'essentiel dans l'étape de planification. On peut l'utiliser aussi dans l'étape d'exécution. On enregistre la planification et on enregistre la réalisation et on choisit quelques indicateurs qu'on peut trouver dans le tableau de bord. Par exemple, le pourcentage de tâches réalisées, le pourcentage de réalisation par rapport au travail total. Donc, c'est des indicateurs qui peuvent nous donner une idée sur l'avancement. Et si on est dans les normes ou non,
donc, on l'appelle suivi Gantt. Je vous ai montré tout à l'heure. Je l'ai montré à Catherine tout à l'heure. Mais on ne peut utiliser suivi Gantt qu'une fois la planification, elle est enregistrée parce que parfois, on peut faire des dépassements des ressources. Donc là, on doit faire des ajustements. Donc, il y aura plusieurs versions de planification. OK? Une fois, c'est bon, on a fait les optimisations des ressources comme le nivellement et le lissage, on peut les utiliser pour faire l'optimisation des ressources. Donc, c'est à ce moment-là qu'on enregistre la planification et par la suite, on commence la réalisation. Donc, la réalisation ne se fait qu'une fois on a revu la planification et on est prêt pour commencer la réalisation. OK? Donc, tout au long de la planification et de la réalisation, on peut utiliser un MS Project. C'est bon, Ali? Oui, merci infiniment. OK. Donc, vous pouvez, Oui. de rien, je suis là pour répondre à vos questions. Donc, je vous remercie pour votre sérieux et votre curiosité. Donc là, il y a sur YouTube, OK? Donc, vous pouvez faire des recherches. Donc là, il y en a plein. Donc je ne suis pas entrée dans le détail pour expliquer c'est quoi le nivellement et les lissages. C'était des techniques pour optimiser l'utilisation des ressources. Peut-être je peux les expliquer dans d'autres occasions. C'est tout. Donc, donc, c'est ça. Donc, vous pouvez utiliser MS Project dans la planification et dans la réalisation. Donc, c'est la réponse à votre question. La première question. La deuxième question, donc, concernant les insuffisances, donc, je vous ai répondu les insuffisances, les principales insuffisances de MS Project. Et à part le fait qu'on ne peut pas partager des documents, aussi, si on a un projet compliqué, on est obligé de le diviser sur plusieurs fichiers. OK? Donc, c'est pas évident. Donc, on peut le diviser en des sous-projets et des fichiers. On fait la centralisation. C'est possible. C'est OK pour la deuxième question? Oui, oui, c'est OK, c'est très clair, merci. OK. Et la troisième question concernant l'adéquation entre l'utilisation de ce logiciel et la méthodologie. Donc, en fait, je ne sais pas si tout le monde, tous les participants savent c'est quoi les méthodologies. Donc, les méthodologies, c'est dès le début, une fois on a fixé l'idée du projet, on sait c'est quoi le besoin et le projet, c'est la solution pour satisfaire ce besoin-là. Donc, on sait très bien c'est quoi le projet, surtout après le découpage. Donc, une fois on a fait le découpage, on a une idée sur le contenu du travail. Et déjà, le projet, est-ce que c'est un projet innovant ou non? Donc, et par la suite, on va choisir la méthodologie de travail. Donc, en fait, que ce soit, il y a principalement deux types de méthodologies, les méthodes agiles et les méthodes prédictives ou classiques ou traditionnelles. En fait, si je vais gérer un projet, je vais appliquer le processus de gestion qui est composé de 4 étapes: planifier, organiser, diriger et contrôler, peu importe la méthodologie. Sauf que la méthodologie, c'est un ensemble de tâches, d'étapes à utiliser pour atteindre l'objectif. Donc, dans les méthodes agiles, on ne va pas planifier tout le projet du début jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que on ne maîtrise pas ce qui va se réaliser. Donc, l'incertitude est élevée. Donc, je n'ai pas la visibilité pour planifier tout le projet. Donc, il y a plusieurs méthodes agiles. Donc, agile, on s'adapte. Donc, on avance et on s'adapte aux changements. Dans ce type de projet, certainement, il y aura des changements, donc principalement demandés par le client. Parce que lui-même, il ne maîtrise pas les choses. Donc, les choses ne sont pas claires pour lui. Donc, dès le début, on sait très bien qu'il y aura des changements.
Donc, on va se baser on va choisir une méthode agile. Donc, il y a plusieurs méthodes agiles. La plus utilisée, c'est la méthode Scrum, mais tout dépend de la nature du projet. Donc là, on planifie des parties, ce qu'on appelle des sprints. OK? Et c'est des parties du projet. Donc, je planifie, donc la durée ne dépasse pas un mois. Donc, je planifie un mois. Donc, j'ai commencé à faire le projet, j'ai suffisamment d'informations, donc j'aurai la capacité de planifier le sprint suivant ou le mois suivant. Donc, c'est comme une boucle. Je termine le travail, c'est bon, j'ai le livrable, je commence le sprint suivant. Donc, ça se fait par étapes. Donc, ça, c'est Scrum qui est la méthode la plus utilisée, mais il y en a d'autres. Donc, les méthodes agiles sont utilisées pour les projets dont le changement est probable et le besoin n'est pas bien clair. OK? Et il y a les méthodes prédictives. Donc, les méthodes prédictives, donc c'est un projet classique, surtout dans l'informatisation. C'est des projets classiques. Donc là, je n'ai pas besoin d'interagir avec le client. Il sait ce qu'il veut et le besoin, il est clair. Donc, il n'y a pas la possibilité de faire des changements. Donc, je choisis la méthode classique. Donc, il y a waterfall en cascade ou en V ou en W. Donc, il y a pas mal de méthodes. Mais la plus utilisée, c'est waterfall en cascade. Donc, je termine une tâche, je passe à la suivante et ainsi de suite, sans revenir au client. Je n'ai pas besoin de son feedback. Si je l'informe, c'est juste pour l'informer. Donc, même s'il a un changement, je ne vais pas le prendre en considération parce que dans les méthodes prédictives, il n'y a pas la possibilité de changement. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Mais s'il y aura un changement, je vais revenir dès le début et tout revoir. Donc, le changement est très coûteux. Si le client est prêt à payer, donc on le fait. Parce que c'est lui qui a demandé le changement, c'est lui qui va payer. Donc, pour les méthodes agiles, non. Donc, on est toujours en contact avec le client, il est impliqué. Donc, en fin du compte, on veut le satisfaire. Et ça nécessite plus de coûts parce que on va changer, on va refaire, etc. Et bien sûr, le client est toujours satisfait. Donc, voilà, donc on implique le client dans les méthodes agiles, dans les méthodes prédictives. Non. Donc, l'AMS Project, il est adapté aux méthodes prédictives. Donc, si vous voyez un projet qui est planifié du début jusqu'à la fin, donc automatiquement, c'est un projet. C'est la méthode adoptée, c'est la méthode prédictive. Parce que dans les méthodes agiles, on ne peut pas faire la planification du début jusqu'à la fin. Donc ça, pour faire la différenciation entre les deux. Les méthodes, le MS Project n'est pas adapté aux méthodes agiles, c'est pour les méthodes prédictives. On fait la planification en totalité. Mais qu'est-ce qu'on fait pour faire des ajustements? On peut faire plusieurs feuilles et plusieurs sprints. Chaque sprint, après tout, c'est comme si on fait un cycle prédictif dans le sprint parce que on peut tout prévoir avec clarté durant un mois. Donc, il n'y a pas de problème. C'est comme si dans chaque sprint, c'est comme si on fait un travail qui ressemble à la méthode prédictive. OK? On pourra le faire. Donc, c'est ce qui se passe. Donc, on essaie de faire des ajustements, mais MS Project, il est adapté au projet dans la méthodologie adaptée et la méthode prédictive. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y a d'autres logiciels, par exemple Jira, donc qui est un logiciel qui est adapté à ce type de projet. Donc, et la spécificité de Jira, on peut travailler dans un projet prédictif et puis basculer vers l'agile parce qu'il y a des méthodes hybrides. Donc, le projet en totalité agile, il y a une partie qui est claire, donc on utilise tout ce qui est la méthode prédictive ou l'inverse. Donc, on utilise les deux, donc c'est ce qu'on appelle les méthodes hybrides, où on peut même faire donc hybride, même si on utilise une combinaison aussi de deux méthodes agiles aussi, c'est hybride. C'est possible donc d'utiliser aussi d'autres logiciels plus avancés comme il y a aussi Primavera, donc il y a Jira. Jira, la spécificité, c'est qu'avec un clic, on peut basculer de agile. Donc, il a tout donc, dans le système pour faire la conversion de agile à prédictif et vice-versa.
C'est bon, c'est clair, Ali? Très clair, machallah, plus que clair, parce que j'ai eu encore d'autres informations. Voilà. Merci beaucoup. Et Donc, surtout je m'excuse, encore, je veux comprendre parce que, parce que peut-on, par exemple, intégrer des indicateurs de performance, bon, je veux dire les KPI, hein, dans MS Projet pour le suivi, par exemple, des projets complexes, par exemple. donc, on peut juste utiliser le Donc, tableau de bord. et encore, sur ma dernière, oui, oui, oui. Pour ma dernière question euh, ma dernière question consiste parce que souvent j'utilise SharePoint, par exemple le Power BI. Donc je vais savoir comment MS Project, par d'autres Comment? outils, par exemple, que les outils que je citais tout à l'heure. Donc, s'il vous plaît, Ali, Comment MS Project peut s'intégrer, hein. Oui. pouvez-vous répéter la question parce qu'il y a eu des coupures, donc je n'ai pas pu saisir ce que vous voulez dire. Donc, il y a eu des coupures. Ah oui, ok. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît, Ok, pour merci. saisir la question. Oh, oui, ok, il n'y a pas de problème. Ok, Oui. c'est pas grave. Donc, j'ai dit SharePoint, par exemple, ou bien le Power BI. Donc, je veux savoir comment, par exemple, MS Projet peut s'intégrer avec d'autres outils, par exemple, comme les outils que j'ai cités tout à l'heure, par exemple, SharePoint, le Power BI, le Teams, par Ok. exemple, hein. Ok. Donc, SharePoint, généralement, c'est pour partager des documents. C'est Mm. l'option qui manque à MS Project parce que dans MS Project, je ne peux pas partager des documents comme Trello. Donc, ça peut aider, OK, pour faire échange de documents. Mais pour l'intégrer, à mes connaissances, non, on ne peut pas l'intégrer parce que ce n'est pas une option du logiciel. OK? Donc, MS Project, vous pouvez faire des programmations. Par exemple, il y a un indicateur, OK, que vous pouvez utiliser dans le tableau de bord standard. Il n'y en a pas. Donc, vous pouvez faire de la programmation et ajouter un indicateur. Mais cette option, déjà, on ne peut pas partager des documents dans MS Project. OK? Peut-être il y aura une évolution, je ne sais pas, mais pour le moment, et à mes connaissances, on ne peut pas le faire. Donc, Trello, oui, on peut. Donc, on utilise dans le management de projet et il est utilisé pour le travail en équipe et pour partager les documents. Donc, si j'avance, je peux laisser la trace de mon travail et les documents. Chose qui ne peut pas se faire dans MS Project. Donc là, SharePoint, principalement, c'est le partage de documents. Donc, ça peut être un outil de plus pour faciliter le travail, tout simplement. Donc, faire un lien ou l'intégrer dans MS Project, non. Non. Donc, on ne peut pas faire l'intégration, mais on peut utiliser plusieurs outils. Donc, il y a Slack aussi, si j'ai mes connaissances sont bonnes. Donc, il y a pas mal d'applications pour faire le partage. Mais malheureusement, MS Project n'offre pas cette option de partage. C'est Merci clair? infiniment. Merci. C'est Allah clair. vous protège. Ok, c'est clair. Ok, ok. Mais donc d'ici, il y aura des évolutions de nouveaux logiciels, je ne sais pas. Donc, à mes connaissances, ce n'est pas faisable. Ok, Ok, merci. ok, de rien. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Je pense que c'est clair. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit les écrire sur le chat. Donc, je pense que tout est clair et qu'il n'y a personne qui ont des questions. Tout le monde a très très bien compris. À la fin du séminaire d'aujourd'hui, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Donc, je remercie tous les participants et d'après les questions, ça se voit qu'ils sont très curieux et
j'encourage tous les participants à creuser encore dans le management de projet parce que c'est très utilisé dans la vie professionnelle. Il y a pas mal de certifications donc de PMI, Project Management Institute. Je vous encourage à être plus curieux pour avancer plus dans le management de projet. Et je vous remercie pour votre assiduité, votre sérieux. Et Charles, on se voit dans d'autres séminaires. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au séminaire d'aujourd'hui. Attention tout le monde. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. On verra dans nos prochaines activités, que ce soit séminaires, formations, ateliers au concours, formation de l'alphabet arabe et ne loupez pas la journée d'orientation qui aura lieu le 27 septembre à 16h selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite. Et également, ne loupez pas l'inscription au programme d'études de l'Université Mid-Ocean. L'inscription est ouverte. Vous pouvez vous inscrire au programme d'études de l'Université Mid-Ocean. Elles sont 100% gratuites aux étudiants comoriens, que ce soit maman, papa, frère, sœur. L'âge n'est pas important. Tout le monde est le bienvenu. Vous pouvez le partager avec tout le monde et les encourager à suivre leurs études gratuitement. Merci à vous tous. On se verra Inch'Allah demain. Passez une excellente soirée. Au revoir. Au revoir.